Bonjour, merci de votre présence. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un homme assez incroyable. J'avais l'impression que c'était d'un autre monde. J'ai été touché. Je voudrais qu'on fasse un accueil chaleureux à monsieur Jean-Louis Timbalanga, s'il vous plaît. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Stéphane. Merci, merci beaucoup d'être là. D'abord, je vous remercie infiniment de m'avoir invité à votre émission donc pour pouvoir parler de mes livres, bien sûr. Avant de parler de tes livres, j'ai fait pas mal de recherches sur toi et je vois que tu es pas mal entouré, pas mal demandé par toutes ces associations de jeunesse européennes, françaises. Tu peux m'expliquer? En fait, j'étais surpris personnellement. Un jour, j'ai reçu une invitation de la jeunesse, de l'association de la jeunesse européenne à Lyon. Justement, c'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs. C'était pour aller assister à une table ronde sur la CPI, donc la Cour pénale internationale. D'accord. Et à mon arrivée, je suis arrivé légèrement en retard, vous l'avez remarqué. Je trouvais que la table n'était pas ronde. C'était en forme de croissant. Donc c'est évident déjà qu'on n'avait pas le droit au chapitre. Et la personne qui était là m'a donné l'impression qu'il donnait des leçons. En fait, on n'avait pas des échanges à faire. Il n'a fait que la lecture de ce qu'il avait sur son ordinateur. Alors après, maintenant, il fallait poser des questions. Je me suis levé. J'ai posé la question de savoir, est-ce que la Cour pénale internationale est-elle vraiment internationale? Et la deuxième question que j'ai posée, est-ce que la Cour pénale internationale n'est pas politique ou elle est autonome? Alors à partir de là, j'ai vu que les jeunes se sont intéressés à moi et quand je suis sorti, on s'est échangé des adresses et puis régulièrement, je suis invité pour parler de mon pays. Voilà. Tu es un auteur de la République démocratique du Congo. Vous avez souvent du mal à dire République démocratique du Congo. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Parce que de l'autre côté, il y a la République du Congo, c'est le Congo de Brazzaville, et toi, ton côté, c'est le Congo de Kinshasa, qui fait à peu près 4 fois la France. Voilà. Oui, 4 fois la France après. D'ailleurs, ces deux capitales qui sont d'un Congo différent se font face. Il n'y a que le fleuve qui les sépare. Oui, le fleuve Congo. C'est ça. C'est ça. À 15 minutes, en fait, ce sont les deux capitales les plus proches du monde. Nous sommes le même peuple, hein, divisé par l'Occident. Ouais, et par l'histoire. Ouais. Par l'histoire. Quelque temps en arrière, c'est le Congo belge. Quelque temps en arrière, c'est le Zaïre. Est-ce que, très rapidement, tu peux nous dire de quoi est passée la RDC en se construisant? Dans la conférence de Berlin en 1885, ils ont essayé de se partager l'Afrique. Et il y a eu le roi belge qu'on appelle le roi Léopold II qui s'est octroyé le Congo. Mon pays, ça s'appelait à l'époque l'État indépendant du Congo. Mais il a revendu à l'État belge. Et c'est devenu Congo belge. Et après l'indépendance, c'est devenu la République démocratique du Congo. En fait, le nom de Zaïre, c'était en 1971 avec Mobutu. D'accord. Donc il a changé, c'est devenu Zaïre. Ok. Et après, à son départ, avec l'arrivée de l'AFDEL, c'est encore une autre histoire avec Laurent Désiré Kabila. Lorsqu'ils sont arrivés, donc on a enlevé le nom de Zaïre, on a repris le nom d'antan, qui était la République démocratique du Congo. Tu as écrit 4 tomes. Elles sont ici, hein, on peut les voir. Hein. La vérité de la vérité des urnes de 2018 en RDC. Et pourquoi écrire pour la République démocratique du Congo? J'étais très touché. J'étais très touché de voir l'injustice de l'Occident contre l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Alors ici, tu es libre. Il n'y a aucun problème avec ce que tu viens de dire. On est à l'écoute, pas de souci. Merci. Et la conférence épiscopale du Congo, ce sont les évêques de l'Église catholique, qu'on appelle la Cinco chez nous. Et vous remarquerez d'ailleurs dans le volume 4, le sous-titre, c'est la Cinco et les médias internationaux mis en accusation devant l'histoire. Et là-dedans, je crois que vous avez remarqué tout ce que j'ai mis comme document. Vous allez vous poser les questions, comment j'ai eu ces documents? Et oui, ce sont les pays, par exemple, qui ont eu à traiter avec la Cinco, qui me les ont donné. Qu'est-ce qu'elle fait, cette organisme? En fait,
Les conférences épiscopales, ça c'est une très bonne question. Les conférences épiscopales, tout ce qu'ils entreprennent comme action n'a rien à voir avec la curie romaine. La curie romaine, c'est le Vatican même, c'est le pape. Alors, dans mon pays, ces évêques ont voulu créer une situation pour que les gens disent que l'État a des problèmes avec l'Église catholique. Non. C'était avec eux. Ils l'ont fait exprès. Et puis vous allez voir, je pense que vous avez eu le temps de lire, je montrais que la Cinco... Oui, ça tu le détailles dans le volume 4. Volume 4 travaille pour l'Occident. Et la Cinco, déjà au départ, même quand on parle de l'Église catholique, même qu'on trouve ici, ce sont des biens du Vatican. Parce que le Vatican, c'est le plus petit pays au monde qui a ses représentations partout. Mais comment ça se fait que le Vatican a autant d'importance en RDC? Non, il a l'importance presque partout, mais chez nous, ils ont voulu... En fait, ils sont encore à l'archaïque, ces prélats. Ils croient que... Parce qu'à l'époque, il faut dire quand même que nous avons été colonisés, et les plus grands agents secrets, c'était les prêtres. Ce sont des gens, quand vous allez chez eux, vous confessez, le lendemain, on vient vous arrêter. Pourquoi je soutiens l'actuel président? D'abord, au départ, on est famille. Bon, mais le soutien n'est pas parce que nous sommes famille. C'est parce que nous venons de la même famille idéologique. Ouais. Et dans cette famille idéologique, je peux le considérer comme l'aîné parce qu'il est né là-dedans. Il est un peu comme Obélix, hein, plongé dans la marmite, hein, avec la connaissance de la politique. Moi, par exemple, je ne suis pas de son parti politique. Ouais. Mais c'est mon père qui m'a initié. Il y a eu un moment, j'ai écrit un livre, d'ailleurs, un livre sur Papa Étienne Tshisekedi, le papa de l'actuel président. Je l'ai trouvé. Ah ben oui, voilà. C'est celui-là? Exactement. Oui, j'en ai trouvé deux, je parlerai de l'autre après. Voilà, donc ce livre-là, je l'ai écrit parce que quand j'étais aux États-Unis, j'étais invité par des autres associations en ma qualité de président du collectif de la Convergence pour l'émergence du Congo. Alors une dame nous parlait de M. Étienne Tshisekedi. Alors il dit que cet homme est de la trempe de Gandhi et de Mandela. Mais lui, il a quelque chose de plus que eux. Gandhi a fui plusieurs fois en exil, lui n'a jamais fui l'exil. Et Mandela a fait recours aux armes, lui n'a jamais fait recours aux armes. Et il a fait 37 ans de lutte pour instaurer la démocratie. Et c'est pour cela qu'on en voulait. J'ai eu la chair de poule. Je dis, tiens, mon oncle est encore là vivant, il faut que j'écrive sur lui. Et là-dedans, je crois que vous avez vu, je parlais aussi de son épouse, Maman Marthe Kassalou, cette femme qui était en même temps femme au foyer. Donc, on le séparait avec son mari, avec les enfants. Et M. Étienne Tshisekedi, on le reléguait parfois au village pendant des années comme ça. On les a insultés, humiliés. Et ça, c'est la famille que je le dis régulièrement. Il n'y a pas une famille au Congo qui a souffert, qu'on a fait souffrir politiquement comme la famille. Tu es touché là hein, quand t'en parles. Hein. Pardon? Tu es touché là quand t'en parles. J'ai encore en fait... C'est pas rien ce que tu dis par rapport à ce monsieur, parce que tu prends quand même comme exemple Mandela et Gandhi, ça doit être un sacré monsieur. Connu par tout le monde. La seule personne qui a pu voir ces messieurs et les saluer, c'était François Hollande. Et pour revenir à l'anecdote, donc du coup, comme tu avais cette connaissance-là et... La connaissance est venue après. Parce que la connaissance, je l'ai forgée comment? Je l'ai forgée parce que quand on le reléguait, moi j'allais souvent voir son épouse, Maman Marthe. Donc même les enfants, tous ils étaient partis. Et ils habitaient en quartier résidentiel. Hein, et j'avais mes bureaux de l'autre côté, un peu dans le même quartier. Et chaque fois que je passais, je disais quand même bonjour à maman. Vous savez que même les membres de famille avaient peur de s'approcher de cette épouse. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu risquais? Parce que quand on vous parle de ce qu'on appelle la dictature de Mobutu, ce n'était pas de la blague. Je dis bien, Stéphane, ce n'était pas de la blague. Alors, maintenant, tu as subi, toi, cette dictature? Ce que je vous raconte là,
Même maman Marthe, je ne l'ai jamais dit, même le président de la République aujourd'hui. On s'était convenu avec maman, bon, pour qu'on essaie quand même de faire louer la maison, parce que c'est une superbe villa qu'ils avaient. J'ai dit, bah, écoutez, avec tout ce que nous avons comme difficulté, que papa n'est pas là, si on peut arriver à faire louer la maison, maman avait dit oui. Une fois, la soldatesque, quand je dis soldatesque, c'est-à-dire les services de sécurité de Mobutu, m'ont dit de faire attention, de ne pas trop aller là-bas. Bon, moi, je n'ai pas fait attention parce que c'était quand même... c'est la famille. La fois la plus dure était quand je suis parti avec le premier secrétaire, je me rappelle, le premier secrétaire de l'ambassade de Zambie. Ce monsieur a visité la maison, il dit « Waouh, quelle belle maison !» Et il m'a téléphoné en cours de route pendant que je rentrais. Il me téléphone pour me dire « C'est une très belle maison, mais on ne peut pas la prendre politiquement. Parce que l'homme politique a des problèmes avec le maréchal Mobutu, dont le président. » Alors, qu'est-ce qui est arrivé après? C'est qu'au lieu de rentrer dans mon bureau, tout de suite, je suis passé dans un hôtel qu'on appelait l'hôtel Intercontinental à l'époque, j'avais l'habitude d'y aller. On est venu m'arrêter là, par la soldatesque Mobutu. Et j'ai passé 2 semaines chez eux. Et 2 semaines aussi, je vous montre mon derrière, j'ai encore des balafres. C'était le matin on tapait, le soir on tapait. Et tout ça parce que tu allais rendre visite à cette famille? Oui, c'était parce que je ne devais pas et je n'avais pas voulu entendre. D'accord. Et si mon père n'était pas aussi un officier pilote de l'air, je ne sais pas ce que j'aurais été devenu. Tu peux repréciser qui c'était Mobutu? Mobutu, c'était un tyran. C'est pas cette personne-là qui a tué plus de 10 millions de Congolais par non. Mobutu n'a pas tué des Congolais. Nous avons vécu le premier génocide, je l'écris dans le volume 1 ici, de, comment ça s'appelle, le roi Léopold II. 10 millions de Congolais. Un génocide que personne n'en parle. Et le deuxième génocide que nous avons aussi, c'est de Paul Kagame, le président du Rwanda. 15 millions de Congolais. Alors que nous tous, nous étions apitoyés quand il y a eu ce qu'on appelle 800 000 morts au Rwanda. Mais chez nous, c'est 15 millions. Et il est soutenu par qui? Par l'Occident. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on demande qu'il y ait quand même des sanctions. Ça fait 30 ans qu'il continue toujours l'agression au Congo. Oui, et puis c'est une agression intelligente. C'est une agression de l'extérieur, de pays voisins, mais on ne sait pas d'où elles viennent, ces milices, par qui elles sont payées, maintenant, comment... on sait, avec la diplomatie qu'a menée le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le monde a découvert. Maintenant, la France commence à se délier. Les gens commencent à se délier. Parce qu'on se posera la question. L'homme, quand il est arrivé comme président du Rwanda, son pays, il a fait un Commonwealth, c'est-à-dire il n'y a plus la langue française là-bas. Comment ça se fait qu'on prenne cette femme qui est là, qui était son ministre des Affaires étrangères, qui est aujourd'hui à la tête de la francophonie? D'ailleurs, Jean-Louis, j'ai trouvé une vidéo où tu es parti au tribunal contre la francophonie. Je vais te la montrer, peut-être que tu pourras nous en dire plus après. D'accord. La semaine prochaine, le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie se tiendra à Kinshasa. Le choix de la capitale congolaise fait polémique. En France, un collectif a saisi la justice. Elle demandait la délocalisation du sommet dans un pays plus soucieux des droits de l'homme, une action avortée, comme nous l'explique Laure de Matos. L'OIF et son secrétaire général a signé en justice à Paris. L'association CEC et son président n'ont pas hésité à tenter le tout pour contraindre l'organisation à délocaliser le sommet de Kinshasa. Nous trouvons que c'est scandaleux et même indécent que la francophonie aille se tenir dans un pays endeuillé par leurs millions de morts, endeuillé à cause de la guerre, endeuillé à cause des voix électorales volées, endeuillé à cause des violations massives des droits de l'homme. Ça sera une honte. Les missions de l'OIF vont bien au-delà de la simple promotion du français. Ces États membres, dont la RDC, se sont engagés à plusieurs reprises à défendre la paix, la démocratie, les droits de l'homme. La déclaration de Bamako, signée en 2000, donne même des moyens d'action à l'OIF pour agir lorsque l'un de ses membres ne respecte pas ses engagements. C'est sur cette base que les avocats de CEC ont plaidé, rappelant que l'OIF a même déjà délocalisé à 2 reprises par le passé le sommet de la francophonie.
le secrétaire général de l'OIF, et il a fait un bon travail pour ça, a dénoncé les situations récemment au Mali, en Mauritanie, en Guinée-Bissau, plus en avant à Madagascar, lorsqu'il a délocalisé le sommet qui devait se tenir à Madagascar pour le tenir à Montreux en Suisse, mais il se refuse toujours à le faire en République démocratique du Congo. L'initiative de CEC n'a pas abouti, mais elle a fait l'unanimité au sein de la diaspora congolaise de France. Merci. Tu peux me commenter cette situation, cette vidéo En fait, si nous sommes partis au tribunal contre la francophonie, c'est tout simplement parce qu'on a vu que la francophonie a violé ses propres textes normatifs. Avant, ils avaient comme charte, comme texte normatif qui faisait la francophonie, donc l'OIF, c'était la déclaration des Bamako. Et cette déclaration des Bamako faisait qu'ils ont pu délocaliser le sommet qui allait se tenir à Madagascar. Ils ont pu punir la Guinée, ils ont puni le Mali, ils ont puni la Mauritanie. Alors on s'est posé la question, pourquoi ils ne punissaient pas la République démocratique du Congo? On a compris que c'était pour aller entériner une élection qui a été mal faite, où on avait volé les voix à Papa Etienne Tshisekedi par Joseph Kabila. Demander à ce que l'OIF ne se tienne pas en République démocratique du Congo, ils n'ont pas voulu. Alors finalement je dis, je vais aller au tribunal. Et c'est comme ça que je suis parti au tribunal, c'est ce que vous avez vu en train de parler. Et on a eu d'autres actions aussi contre le préfet de Paris. On est parti au tribunal avec, on a remporté. Ça fait très longtemps que tu luttes pour ton pays. Est-ce qu'il t'est déjà, je suis peut-être naïf, mais est-ce qu'il t'est déjà, est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit d'être dans le gouvernement de la République démocratique du Congo? Oui, pourquoi pas, je ne vais pas dire non, parce que ça m'est déjà traversé, bien sûr, mais cela ne dépend pas de moi. Maintenant, c'est la volonté du président de la République lui-même qui choisit qui il veut, où il veut, quand il veut. Mais que je sois nommé ou que je ne sois pas nommé, je suis appelé d'une manière naturelle à le défendre. Autant j'étais très virulent quand j'étais dans l'opposition, autant maintenant que nous sommes au pouvoir, je suis plutôt pédagogue. Donc j'essaie d'expliquer, expliciter sa vision. La République démocratique du Congo, c'est pas que ça. Je crois que c'est dans le premier volume, tu parles de la faune, de la flore. C'est quand même un pays absolument à découvrir. Du volume 1 jusqu'au volume 3, je présente le pays, je présente les personnages qui ont politique, artistique, culturel, le pays. Et d'ailleurs, dans le volume 1, vous savez que les gens ne le savent pas, l'élection Miss Europe a eu lieu au Congo. Oui, c'est ce que j'ai lu, oui. D'ailleurs, j'ai retrouvé les images, on peut se permettre de les passer? Oui, d'accord. Donc on peut dire que aussi, malgré tous ces problèmes géopolitiques, le Congo intéresse, le Congo touche. Les 3 premières personnes qui ont marché sur la Lune. Qui ont rendu visite en 69 à Kinshasa. En 69 à Kinshasa, voilà. Ouais. Attends, je vois que vous avez bien lu. Ouais. Et au niveau géographique, qu'est-ce que c'est la République démocratique du Congo? Nous sommes au cœur de l'Afrique. C'est un très 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 grand pays. Il n'y a pas que ça. J'ai parlé aussi des minéraux de sang. Minéraux de sang, c'est les minéraux aujourd'hui, quand vous avez tous des portables. Ces portables-là, ce sont les enfants qui ne vont pas à l'école, qu'on fait travailler exprès pour essayer d'extraire et puis revendre aux gens comme des Bill Gates, des gens comme des Apple, ainsi de suite. Et nous avons la fierté d'avoir oui, mais si on pouvait le faire d'une manière correcte, c'est ce que le président actuel a demandé, a dit non, arrêtez de tuer, venez, nous allons négocier, ça nous appartient. Oui, parce qu'en fait... Venez gagnant-gagnant, vous gagnez, nous gagnons. Non, on ne veut pas ça.
Oui, parce qu'il faut Excusez-moi repréciser, à cette heure-ci, c'est encore des ressources minières qui sont pillées par des espèces de milices qui tiennent chaque... Mais la guerre, en fait, le Rwanda n'est que la face visible de l'iceberg. Oui, là on parle de l'est du Congo, frontalier du Rwanda. Voilà, quand on parle même de Rwanda, non, ne parlons pas, le peuple rwandais, le pauvre, n'a rien à voir. C'est le Kagame, le président Kagame lui-même. Voilà, donc c'est lui qu'on essaie de mettre en avant par les Occidentaux, je dis bien Occidentaux, parce que je n'aime pas qu'on dise chaque fois communauté internationale, c'est vague. Tout à fait. Parce que la communauté internationale, c'est qui? Mais quand on parle des Occidentaux, ce sont les Anglo-Saxons et les Européens qui sont liés à l'OTAN. La preuve est que dernièrement, il y a tellement d'histoires à raconter là-dessus. Oui, pourquoi sécuriser une zone quand tu vas prendre des ressources minières telles que le cobalt et puis l'autre? On tue, ce n'est pas qu'on prend pour rien, c'est-à-dire qu'on viole les femmes. Les femmes sont violées, c'est-à-dire qu'on a utilisé la femme comme l'arme de guerre. Personne n'en parle. Moi, je l'ai découvert avec toi que l'ex du Congo est à feu et à sang par soi-disant des milices. Et quand tu regardes ces milices, eh ben, le Rwanda. Ils comptent 4000 Rwandais dedans. Et dernièrement, il y a un rapport qui vient de sortir. Et je me demande ce que vient faire le Rwanda au Congo. Non, le Rwanda, en fait, c'est le président Kagame qui, lui, bon, je dirais que les Rwandais sont otages de ce monsieur. Mais pourquoi ils font ça? Ils pillent les richesses et ils le revendent aux Européens à des prix hyper intéressants. Et puis ça leur coûte pas bien cher parce qu'ils ne les payent même pas sur place. C'est limite le fouet, ou si ça a mal bossé, ça peut se faire tuer. En plus, il y a des troubles. Plus les gens se déplacent, ils pillent régulièrement. Et quand ils pillent, c'est en faveur de qui? L'acheteur principal. Les acheteurs. Ils achètent savoir à qui ça sert et qui ça dessert. Alors après, on présente Rwanda, alors ils essaient de... C'est bien de construire Rwanda, tout le monde veut qu'on puisse construire son pays. Mais construire sur des pillages, sur le sang des gens, non, ça devient... On parle juste d'argent en fait. Je vais vous donner un exemple. On a des morts en face de l'argent. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un comme Bill Gates, ok? Ouais. Tous ces gens, ils ont leur comptoir là-bas, au Rwanda. C'est-à-dire quand on pille, ça passe par eux. La finalité, ce n'est pas le Rwanda, en fait. La finalité, c'est des grandes firmes internationales. Je vous ai cité les Apple. D'ailleurs, nous sommes en procès avec Apple. Vous ne le savez peut-être pas. La République démocratique du Congo a porté plainte contre Apple. Vous allez entendre. Et a porté plainte pourquoi alors? Est-ce que tu peux expliquer que ces minéraux, à quoi ils servent? La traçabilité de ce qu'ils ont comme matière viennent de la République démocratique du Congo. Alors ceux qui viennent de la République démocratique du Congo, vous avez obtenu ça comment? Par le pillage. Ce que je veux dire, c'est que personne dit que le Congo se fait piller par le Rwanda ou d'autres. Ça, parce qu'on lui pose la question. En Occident. Hein. Oui. Non, mais Apple qui est accusé. Bah ouais, tu vois, moi aujourd'hui, je ne suis pas conscient de ça. Oui, voilà, l'information arrive. C'est la raison pour laquelle je dis souvent, si je suis parti, si j'ai écrit ce livre en mettant les médias internationaux en accusation devant l'histoire, c'est tout simplement qui sont ces médias. Ce n'est pas notre France 2, hein. C'est pas TF1. Hein. Ce sont les médias que moi j'appelle les médias des Quai d'Orsay. Et ça, c'est pour la consommation extérieure. Et je vais vous dire quelque chose. Je pense que vous avez lu un moment où j'ai prouvé des mensonges exprès qui dérangent justement le monde. Il présente, d'ailleurs en 2011, lorsque Papa Étienne Tshisekedi était parti à faire l'élection présidentielle, celui-là, TV5 monte, passe une émission, journal télévision, disant qu'il n'a pas beaucoup de chance parce qu'il a violé une centaine de femmes. Ce papa-là. Alors moi, avec mon collectif, nous avons écrit à TV5 Monde. Le lendemain, ils se sont excusés. Mais combien de gens ont déjà entendu cela? De la même manière, avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
Je vois TV5 Monde, France On est 24. bien d'accord, il n'y a même pas eu de... Ils dénoncent comme ça, mais il n'y a pas d'enquête ou de jugement, parce que c'est complètement... Mais non, parce qu'ils sont excusés. Tu vois, le C'était problème est complètement que faux. c'était faux. Ok. Ils viennent s'excuser, non, on s'est trompé. Alors, vous vous trompez dans une si grande chaîne? Non, vous vous êtes trompé volontairement. C'était une accusation importante. La preuve est celui-ci, c'est que dans ce que j'ai écrit, vous allez voir, vous avez vu, je crois, beaucoup d'images. TV5 Monde dit que nous avons feuilleté des milliers, nous avons fuité des milliers de documents, c'est-à-dire d'un serveur des élections, qu'ils ont fuité des milliers de documents, et ces documents présentent que ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a remporté, c'est l'autre Martin Fayulu. Ça, c'est les élections de 2018. Ça. De l'élection de 2018. Je dis qu'ils montrent seulement un seul document qu'ils ont fuité, même pas un seul. Or, nous savons bien, la loi qu'il y a ici en France, vous essayez d'entrer dans un serveur comme ça, vous avez une amende, je crois, de 250 000 €, plus 3 ans de prison. Donc, ils ne peuvent pas l'avoir fait. Mais entre-temps, les gens qui les ont écoutés, ils prendront Félix Tshisekedi comme étant une personne qui a triché. Et on se pose la question, comment peut-il tricher alors que ce n'est pas lui l'organisateur des élections? Ouais, ça fait rire. Hein. Donc, c'est la méchanceté que ces gens, jusqu'à aujourd'hui, continuent. Et ce sont ces genres de vérités que vous, par exemple, le commun de mortels, le français lambda, ne connaissent pas. Parce que nous sommes un peu préoccupés par nos ascédiques ici, nos histoires. Mais entre-temps, eux font des bêtises au niveau de l'Afrique. Oui, et puis en France, on parle de... Alors qu'aujourd'hui, la jeunesse qui monte, je vois qu'il y a quand même quelque chose, la jeunesse qui monte veut qu'on puisse travailler ensemble, travailler en bonne intelligence, ensemble, de manière à ce que nous puissions avoir ce qu'on appelle des coopérations gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant ne signifie pas 50-50. Gagnant-gagnant peut être considéré comme les vases communicantes. Hein. Vous prenez gros, il n'y a pas de problème. Nous-mêmes, c'est petit, mais à partir du moment où on est satisfait, on est satisfait. Tu n'as jamais, le long de ce combat, qui en fait est ta vie, hein, tu n'as jamais perdu espoir? Je suis une personne qui est pleine de positivité. C'est la raison pour laquelle vous voyez régulièrement, je ne sais pas, je dis vous voyez comme si vous étiez des Congolais, mais en fait, dans les réseaux sociaux, je ne fais plus de combat, je suis dans la pédagogie. Donc aujourd'hui, quand vous me dites, c'est le président de la République me nommer, d'accord, mais même s'il ne me nommait pas, moi, je suis obligé d'avoir, c'est un devoir pour moi, de pouvoir dire aux gens ce qu'il est en train de faire. J'aime bien ce titre de ce bouquin que j'ai trouvé, tu me l'avais caché mais j'ai cherché. L'impératif d'une culture démocratique en République démocratique du Congo. L'impératif d'une culture démocratique. C'est un bouquin que j'ai écrit en 2006. En 2006, même un mécène français m'a offert 3 mois de voyage logé, nourri, véhiculé pour que je fasse des conférences là-dessus. C'est là où j'ai trouvé que d'abord la France est très belle, et les enfants français sont très intelligents. Et souvent, les gens qui étaient là, ces enfants, ils avaient quoi? 18, 19 ans. Des questions qu'ils posaient, la manière avec laquelle ils parlaient politique. Je dis, mon Seigneur, j'aimerais qu'un jour mon pays soit aussi comme ça. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que tu demanderais à la France par rapport à ça? À la France, à nous Français, ou même de l'État? Tu as peut-être 2 questions différentes pour le peuple et pour l'État. En fait, je ne connaissais pas les Français avant que je vienne en France. Mais vous êtes les peuples les plus sympas de l'Europe. Je pensais avant que c'était les Belges, parce que je suis Congo-Belge. Tu dis ça parce qu'on t'a invité sur une émission française? Non. Je savais que ça allait te faire réagir. Non. Moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Hein. Ok. Des personnes qui sont prêtes à pouvoir se sacrifier pour te rendre service, c'est les Français. Ouais, c'est pas toute la France aujourd'hui, mais oui, on est quand même... Tout dépend, Stéphane. Un Français, lorsqu'il prend ton sujet, il veut te défendre, il va jusqu'au bout. Non, raconte-moi tout ce que tu veux. Moi, j'ai vu la bonté on a des personnes avec de grosses convictions, un engagement... J'aime bien votre coup de gueule.
Quand vous y allez, vous y allez. Mais de toute façon, tu as lié Obélix et Astérix, c'est un peu notre histoire, non hein? C'est coup de gueule. Je l'ai vu, donc, oui. Donc ça, c'est la première chose. Alors, pour répondre à votre question, Ouais. je souhaiterais que la France, qui est mon pays d'accueil, puisse travailler en bonne intelligence avec la République démocratique du Congo, mon pays d'origine. Deuxième petite question, la réponse devait être succincte, mais tu es toujours généreux dans ton discours. Alors ça, c'est une question, elle est frontale, mais c'est fait exprès. Que penses-tu de la mort? Cette question m'est déjà passée, me passe aussi, parce que j'ai l'âge qui pousse en fait. Quand je regarde autour de moi, ceux qui sont mes amis partent. Je me suis permis de poser cette question parce que je pense que dans toute ta vie, dans tout ton combat, la mort, elle t'a certainement tourné autour, que ça soit pour des amis, des proches, ou même toi, des fois, dans des situations rocambolesques ou incroyables. J'ai perdu ma propre sœur qui vient après moi, en Italie. J'ai perdu mon frère, c'est mon cousin, mais mon frère, même âge que moi. Et je viens de perdre dernièrement un ami qui est avocat. J'ai perdu 2 amis qui étaient les meilleurs amis que j'ai grandi avec. Finalement, je partirai aussi un jour. Maintenant, qui ne peut ne pas se poser la question sur la mort? Que ce soit dans un esprit métaphysique, que ce soit dans un esprit spirituel, on sera obligé de partir. Mais qu'est-ce qu'on aura laissé? Parce que je suis quelqu'un qui croit en Dieu, fermement en Dieu. Et je lis souvent le passage où Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7, il dit « Tout ce que vous avez est pour l'utilité commune. Donnez aux autres de ce que tu as. » Merci pour ta réponse. Les applaudissements parlent d'eux-mêmes. Si tu devais te réincarner en oiseau, alors je ne sais pas s'il y a des oiseaux en République démocratique du Congo, certainement, bien plus qu'en France. Quel oiseau tu serais? Si je dois être réincarné en oiseau, je voudrais bien être incarné en aigle. Pourquoi? Parce que j'aimerais rester visionnaire. C'est-à-dire savoir où est-ce que je mets les pieds et savoir réfléchir pour pouvoir apporter aussi une réflexion aux autres. Et là, je vois mon père biologique qui a toujours été généreux et je vois mon père idéologique, Étienne Tshisekedi, qui a toujours dit « le peuple d'abord » et travailler pour le peuple. Ça fait partie de ma vision d'Étienne Tshisekedi. Si tu pratiques une religion, c'est laquelle? Mais j'aimerais bien que tu me répondes. Je sais, moi, mais voilà, c'est de la provoque, ça. Je ne suis pas religieux, mais je crois en Dieu et je suis chrétien. Il y a une différence. La religion nous tue, la religion nous sépare. Or, la Bible, telle qu'elle nous est présentée, l'intérieur n'a rien de religieux. C'est plutôt spirituel. Ok. Ça me plaît comme réponse aussi, ça. Eh ben, je vais inviter le public à poser des questions, s'il y en a. Disons, l'histoire des génocides au Congo a commencé avec le roi Léopold II. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, Adam Hochschild, Les fantômes du roi Léopold II. Je parle de l'époque de 1885. Lorsqu'ils ont divisé l'Afrique, on lui a donné à lui le Congo. Et le Congo l'appartenait, ça s'appelait l'État indépendant du Congo. Donc ça l'appartenait à lui tout seul. Et ce monsieur-là, pour faire de l'argent, parce qu'à l'époque, aux États-Unis, on avait besoin de caoutchouc, c'était l'or, c'était le caoutchouc. Et il y avait plein de caoutchouc au Congo. Alors maintenant, les gens devaient travailler le caoutchouc. Celui qui n'arrivait pas à donner le quota qu'il fallait, tu décides, on te coupe les mains, si tu n'as pas fait, ou alors on te tue.
Alors on a dû tuer plus de 10 millions de Congolais. Un génocide qu'on devait enseigner à tous les enfants. Aujourd'hui, quand vous allez en Belgique, il devient la honte, le roi Léopold II. Alors le deuxième génocide, c'est celui que nous avons vécu avec Paul Kagame du Rwanda. Donc nous avons tous été apitoyés par ce qui s'est passé là-bas, le génocide rwandais. Bon, ils appellent ça génocide Tutsi. Bon, je ne vais pas faire le débat là-dessus, mais nous savons qu'il y a eu 800 000 morts. 800 000 morts, pourquoi? Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle une confrontation entre ces fratricides, entre eux. Et maintenant, comment est-ce que vous pouvez, pendant que nous tous nous sommes apitoyés, et vous venez maintenant transporter cette guerre en République démocratique du Congo? On nous a envoyé une mission de l'ONU qui est là depuis 1999, soi-disant pour apporter la paix et la porte des hommes. L'ONU n'a jamais apporté la paix. On a trouvé cette mission, Stéphane, elle participe dans le viol, d'ailleurs il y a un Français là-dessus, elle participe dans les pillages, elle tue à bout portant, et elle vous dit non, on vous apporte la paix. Lorsque j'ai vu, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, les médias internationaux et la Cinco travailler contre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je me suis dit, le pauvre, il faut que quelqu'un écrive. L'idée première n'était pas d'écrire 4 livres, 4 tomes. L'idée première, c'était d'écrire le petit livre comme cela. Mais je n'ai pas compris. Il y avait un esprit qui me dit, continue, parle de ton pays, parle de ton pays, parle de ton pays pour arriver. Et c'est comme ça que j'ai commencé maintenant à lire, c'est-à-dire que la personne qui a les 4 volumes a la connaissance de la République démocratique du Congo. Vous avez tout, les minéraux, tout ce que nous avons. Et on a même au-delà de ce que j'ai mis. Les plus grandes ressources minerais se situent en RDC. Donc, Alors, mais ce que je ne comprends pas, c'est avec cette puissance. Excuse-moi. Excuse-moi, je t'ai coupé, oui. Nous sommes même pays solution pour les effets de serre. C'est-à-dire que la forêt équatoriale qu'il y a chez nous, nous sommes un pays. Alors, quand j'ai écrit ceci, c'est parce que je n'ai pas voulu qu'on puisse écrire par des gens comme, je ne vais pas les citer peut-être, des Français qui ont écrit avec l'âme française, alors qu'il faut écrire avec l'âme congolaise. Alors je me suis mis à écrire et à démontrer comment est-ce que Félix Tshisekedi a remporté. Alors dans le volume 4, c'est là où j'ai tout relaté, sa famille, sa naissance, carrément tout ce qu'il a pu faire comme parcours, même politique, le poids politique même de son parti politique. Son parti politique est le tout premier parti politique qui est né dans la dictature. J'ai montré dans ce livre-là, il y a, je pense que tu l'as lu Stéphane, il y a eu même un journaliste qui s'est mis à insulter, je dis bien insulter. Il dit oui, c'est un escroc, un escroc. Tu as un président d'un pays, tu insultes comme ça. Et j'étais prêt, vous avez vu déjà, vous avez vu, là-dedans, j'étais déjà prêt à aller avec lui au tribunal. J'ai même des papiers. Mais à la dernière minute, c'est le président qui m'a dit laisse-le. Je l'ai laissé. Le lendemain, le type est passé quand même pour s'excuser. Vous voyez que c'est toujours ce jeu-là. On balance et puis on va s'excuser. Mais pourquoi vous balancez? Qu'est-ce qui vous choque? C'est la démocratie? Qu'est-ce qui vous choque? Je remercie d'abord Canal Vienne que vous m'ayez vraiment accueilli dans votre chaîne. Je ne suis pas venu main vide. Voilà, je suis venu vous donner ceci. C'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'est une offrande, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on vous offre. Merci Jean-Louis, merci Jean-Louis. Je te remercie en tous les cas pour ces chefs-d'œuvre.
J'ai eu un peu l'impression d'avoir dans les mains un bouquin d'histoire, géographique. Alors, je pense que ces 4 bouquins devraient devenir des références en RDC. Moi, j'ai qu'une envie de te dire, c'est continue ton combat et ça fait du bien de voir des gens comme toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.